Ce soir, on accueille Anne Sénéquier parce que souvent on réduit le vélo, on dit le vélo c'est écolo, mais le vélo c'est plein de choses. Il y a un mois de ça, c'était le vélo et les bénéfices économiques pour les commerces avec Mathieu Chassignet. Aujourd'hui, on reçoit Anne Sénéquier pour le vélo et les impacts sur la santé. Donc on m'a demandé de parler de l'impact des déplacements actifs sur la santé mentale et la santé physique. Pourquoi les politiques publiques favorisant les déplacements à pied et à vélo sont importants pour la santé ? Donc, le titre est assez long. À chaque fois que je préparais la conférence, il fallait que j'aille la relire. Donc ça me touche parce que moi je suis donc médecin psychiatre à la base. J'ai travaillé pas mal dans l'humanitaire, donc j'ai aussi une approche santé somatique et aujourd'hui je suis aussi chercheur santé environnement climat à l'IRIS, qui est l'Institut des relations internationales et stratégiques, où j'essaye de faire du lien justement entre ces différentes thématiques, parce que bien souvent, et ça va être, je suis désolée, ça va être un thème récurrent de la soirée, mais l'idée de sortir de cette approche en silo pour effectivement éviter les solutions qui n'en sont pas. Donc on reviendra là-dessus. Donc in fine, c'est quoi la santé ? La santé, on a une définition de l'OMS qui est assez basique et théorique, c'est le bien-être, santé physique, santé mentale, mais aussi le bien-être social. Ça n'est pas seulement l'absence de pathologie. Donc on prend véritablement la santé dans sa globalité. Donc juste petit aparté aussi, j'ai parlé de vélo, mais en fait je parle sous-entendu de mobilité active, donc bien évidemment ça parle aussi de la marche au quotidien. Donc cette santé au XXIe siècle, est-ce que quelqu'un aurait quelques idées des challenges santé au XXIe siècle ? Il n'y a pas de réponse idiote, donc soyez... Effectivement, la sédentarité, je dirais, est la cause. Les pathologies qui en résultent, c'est ce qu'on appelle les MNT, les maladies non transmissibles. C'est-à-dire que c'est une maladie qu'on n'a pas de pouvoir donner à son voisin, comme la Covid-19, comme Ebola ou le VIH, puisqu'il y a différentes façons de transmettre une maladie. Ces maladies non transmissibles, justement, ne se transmettent pas. Et pour autant, ça devient un challenge du XXIe siècle, mais on en reparlera tout à l'heure. Effectivement. Une autre idée ? Le vieillissement, oui, démographique, oui, c'est le cas en tous les cas en Europe, notamment en France, c'est vrai. Autre chose ? L'alimentation. Oui, ça c'est une cause. J'ai entendu quelque chose, mais j'ai pas... Oui ? L'obésité, maladie non transmissible, maladie métabolique. On reviendra dessus aussi, oui. Quelque chose qui dépasse le champ sanitaire, quelque chose qu'on parle au quotidien, dans les infos. Merci. Et merci aussi. Dérèglement climatique, effectivement, c'est quelque chose qui est véritablement un challenge du XXIe siècle. Si on n'avait pas ces problématiques de maladies non transmissibles, ça serait le challenge numéro 1, parce que tout simplement, notre physiologie aujourd'hui, elle est faite pour le climat et la stabilité climatique, en tous les cas, qu'il en résulte. Et si on repart un petit peu en arrière, en fait, l'humanité a pu véritablement se développer tout son potentiel, a commencé l'agriculture, a commencé l'élevage, a commencé les villes, il y a exactement 10 000 ans, quand le climat s'est stabilisé. Et avant ça, on avait des ères glaciaires et tout plein d'autres choses. Ça n'a pas empêché l'humanité et les préhumains d'avancer et d'évoluer, puisque les... Petite leçon de préhistoire, je suis désolée, mais c'est intéressant. Les premiers hominidés datent de 7 millions d'années, donc ils ont évolué jusqu'à rencontrer notre race humaine, les sapiens sapiens, et c'est là où ils ont disparu, donc il y a encore débat sur le pourquoi. Mais nous, sapiens sapiens, ça fait que 250 000 ans qu'on évolue. On a quitté la bande tropicale il n'y a pas très si longtemps que ça, et en fait, notre évolution, donc d'il y a 250 000 ans jusqu'à, je dirais, peut-être... 150 ans et 20 ans pour d'autres choses, en fait, on était un peu sur le mode chasseur-cueilleur, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'être actif toute la journée pour avoir une alimentation assez pauvre en calories. Et aujourd'hui, on se retrouve dans l'exact opposé, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout d'activité physique et qu'on a une alimentation sursaturée de graisse et de sucre, ce qui explique que, justement, ça ne se passe pas très bien.
Donc, ce changement climatique, effectivement, il avait permis cette stabilité il y a 10 000 ans pour sortir de ce mode chasseur-cueilleur et pouvoir justement nous rendre sédentaires, ce qui au départ était une chose pas si catastrophique que ça, et aussi pouvoir agir sur notre environnement. La santé mentale, effectivement, vous en parliez tout à l'heure, ça c'est très important parce que c'est véritablement le sujet sous-marin qui est complètement invisibilisé. Et pour autant, on verra que c'est véritablement le sujet. Pourquoi c'est invisibilisé? Parce que ça souffre des préjugés qu'on peut avoir. Si je dis psychiatrie, c'est encore pire, parce que généralement, quand on pense à psychiatrie, la première chose qui vient, c'est la folie, tout ce que les médias, tout ce que les films, tout ce que les livres peuvent renvoyer envers la société vis-à-vis de la santé mentale. Et du coup, il y a encore cette stigmatisation qui fait que même en étant patient, dans le sens où on va avoir une anxiété, avoir des difficultés, on va avoir beaucoup de difficultés à aller chercher de l'aide. Et encore plus si on est un homme, parce qu'on n'est pas faible et qu'on ne va pas aller voir un psychiatre. Hors de question. Donc ça commence à changer un petit peu, mais malgré tout, on le voit dans la patientèle, sont majoritairement des femmes qui viennent consulter, alors que finalement tout le monde est touché. Donc effectivement, on a tout ça. On a également la résistance aux antibiotiques. Résistance aux antibiotiques, c'est quoi? C'est la problématique du mésusage de ces antibiotiques. Ça fait quelques décennies qu'on a des antibiotiques et qu'on ne meurt plus d'infections bactériennes assez idiotes, disons-le. Et pour autant, aujourd'hui, on revient avec ces problématiques-là, tout simplement parce que ces antibiotiques, on les a mal utilisés, on les a trop utilisés, et aujourd'hui, on a des bactéries qui sont résistantes à nos antibiotiques. Comme il faut globalement 10 ans pour faire un antibiotique, et on l'a vu pendant la Covid-19, beaucoup moins de temps pour faire une mutation sur un agent pathogène, eh bien, on se retrouve un petit peu dans cette problématique-là. Alors après, il y a des choses positives dans cette santé du XXIe siècle. Il y a des médicaments qui n'existaient pas avant, il y a une chirurgie haute technologie, de l'imagerie qui va nous permettre justement de détecter les pathologies au stade tout précoce. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, finalement, aujourd'hui, la santé, elle est véritablement considérée par le côté curatif. Et ça, c'est très, très occidentalo-formaté, cette histoire, où on va toujours attendre d'avoir une pathologie pour aller chercher un médicament. Et aujourd'hui, quand on parle de problématiques de santé, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, mais les 15 derniers jours, il y avait une grève des médecins libéraux, justement pour essayer de sauver le système de santé français. Et moi, ce que j'en regarde sur ce système de santé, c'est qu'on essaye encore une fois quand on nous parle de souveraineté sanitaire, c'est-à-dire rapatrier des industries pharmaceutiques sur le sol français, pouvoir trouver des médicaments moins chers, et à aucun moment, on ne se dit pas, tiens, si on arrêtait de rendre les gens malades plutôt. Et on a vraiment le scope sur... Pardon ? C'est la prévention, oui. Exactement. On a le scope sur le curatif, tout le système de santé est basé sur le curatif, alors qu'en mettant le focus sur le préventif, on gagnerait énormément. Non seulement c'est moins cher, donc pour les collectivités, pour le gouvernement, c'est beaucoup moins cher, mais en plus, ça évite la pathologie, et une population en bonne santé, c'est une population, si on veut rester sur le côté argument gouvernementaux, c'est une population qui rapporte plus qu'une population malade. Mais pour autant, aujourd'hui encore, on a malgré tout du lobbying pour faire en sorte que ces produits pathogènes persistent. Aujourd'hui, nous sommes le mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe au mois de janvier, normalement, en termes de santé publique ? La grippe, oui, non. Ça a peut-être été dit, mais je ne l'ai pas entendu, pardon. Dry January. Qui sait ce que c'est que le Dry January ? Le mois sans alcool, effectivement, le mois sec sans alcool. Et pour autant, la France est le seul pays occidental qui ne fait pas de campagne de santé publique sur le Dry January. Pourquoi ? Parce qu'on a un lobby de l'alcool, et notamment du vin, un produit culturel français majeur, où on ne va pas justement, avec un ministère, descendre un produit qui est le fer de lance du ministère de l'Agriculture et du ministère du Tourisme, parce que le vin, ça s'exporte, tout comme le champagne et les autres alcools que l'on produit en France. Donc, c'est là où on a un petit problème. On a les publicités, et vous regarderez les publicités que vous croisez en rentrant chez vous ce soir. Ça va être du fast-food,
ça va être de l'alcool. Parfois, c'est la bouteille sans alcool, mais qui ressemble à la même bouteille qu'avec alcool, où il y a marqué juste sans alcool en tout petit, mais c'est la même couleur, le même logo, la même image. Ça va être de la voiture, donc de la sédentarité qu'on vous vend comme étant de la liberté. Donc en gros, aujourd'hui, quand on dit aux gens faites du sport, mangez des fruits et des légumes, on donne la santé en tant que responsabilité individuelle, c'est-à-dire débrouillez-vous pour rester en bonne santé, en clair. Sauf que c'est bien beau de nous demander de faire un choix, mais il faut que le choix soit possible. Et c'est là où on a besoin finalement à tous les niveaux. Alors oui, on peut responsabiliser l'individu, c'est vrai, mais il faut aussi que le contexte dans lequel on vive, la ville, le département, le pays, accompagne aussi ce choix-là, que ce choix puisse être possible. On ne peut pas dire aux gens « mangez des fruits frais, 5 fruits frais par jour », alors que quand vous allez acheter des fruits frais, mais ça coûte une blinde, littéralement. Ça coûte moins cher d'aller faire ses courses au supermarché avec des produits ultra transformés. Donc en fait, si on donne le choix à la responsabilité individuelle, eh bien, il faut que ce choix puisse être fait. Est-ce que, pour parler du changement climatique, parce que là aussi c'est un autre petit problème, on va arriver au vélo un jour, ne vous inquiétez pas. Ce changement climatique, il fait partie des limites planétaires. Limites planétaires, on est complètement hors sujet du vélo, mais pas tant que ça. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-unes ? Le cycle de l'eau. C'est quoi la température tropicale ? L'augmentation des températures, vous voulez dire ? L'humidité de la température. L'augmentation de la chaleur humide, oui, ça fait partie du changement climatique. Le cycle de l'eau, effectivement. L'acidification de l'océan, avec le blanchissement des coraux. Pollution, introduction des nouvelles entités dans la biosphère. Biodiversité, perte de la biodiversité. J'ai entendu changement d'utilisation des sols à un moment donné. Oui. Yes. Autre chose ? Oui, effectivement, c'est le changement d'utilisation. Il nous en reste 3. L'effondrement de quoi ? Ça rentre dans le changement climatique. La couche d'ozone, effectivement, qui a été à la genèse de la gouvernance environnementale, effectivement, parce qu'il y a quelques années, vous vous en souvenez tous probablement, on commençait à parler de ce trou de la couche d'ozone qui était un problème sanitaire, parce que, bon, effectivement, la couche d'ozone avait un problème, mais c'est surtout que nous, on allait se prendre des cancers cutanés à tire-larigot et qu'on allait avoir nos yeux complètement démontés. Donc, on avait cette problématique-là. Et en fait, on a réussi à résoudre ce problème. C'est la seule limite planétaire qui, aujourd'hui, va dans le bon sens, d'ailleurs, parce qu'on a fait donc, le protocole de Montréal, qui est vraiment la genèse de la gouvernance environnementale, et qui a proposé de remplacer les gaz des climatisations, qui étaient à la très grande origine de ce trou de la couche d'ozone, par un autre gaz qui serait moins problématique avec l'ozone. Ça a fonctionné. Alors, la diplomatie vous dirait que ça a fonctionné parce que tout le monde s'est mis autour de la table et qu'on y a mis de la bonne volonté. Non, parce qu'on a vu qu'on a essayé de faire ça depuis et ça n'a toujours pas marché. Ça a fonctionné parce que l'industrie avait déjà un gaz de remplacement qui était prêt, qui n'était pas forcément plus cher et qui du coup permettait de faire d'une pierre deux coups. Donc effectivement, aujourd'hui, avec ces nouveaux gaz hydrofluoroécés, me semble, les FHC, eh bien, ce trou de la couche d'ozone est en train de se fermer et il serait possible que vers 2050, il n'y ait plus de trou de la couche d'ozone. Si, et seulement si, le nombre de clim n'est pas multiplié par 10 d'ici là, ce qui n'est pas gagné, parce que le remplaçant a quand même encore et toujours une action sur le trou de la couche d'ozone. Il en manque 2, c'est plus compliqué. Exactement, perturbation du cycle du phosphore et de l'azote, c'est quoi ça ? En gros, c'est les nitrates, c'est les engrais qui vont générer derrière une pollution de l'eau,
des nappes phréatiques et les algues vertes que l'on voit dans les estuaires aussi, et qui du coup vont capter tout l'oxygène de la zone aquatique et qui du coup va faire une zone morte parce que tous les poissons n'ont plus d'oxygène, donc ils vont déserter la zone. Le dernier, c'est l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère. Donc tout ça, en fait, ça liste, c'est un institut en Scandinavie en 2009 qui a théorisé tout ça. L'objectif, c'est de montrer l'impact de nos activités anthropocentrées sur notre environnement. Donc, le premier qui a été mis sur le devant de la scène, c'était le changement climatique. Et dans les années 2000, on disait changement climatique, c'est là-bas en 2100. Là-bas étant non défini, majoritairement l'Asie du Sud-Est, mais bon, c'était loin de notre considération. Sauf que moins de 25 ans après, aujourd'hui, en 2026, eh bien, on se rend compte que le changement climatique, c'est aujourd'hui et ici. Et tout ce qu'on a listé et qui est effectivement un impact pour l'environnement est un impact pour la santé. Le changement climatique, eh bien, c'est les vagues de chaleur. Je n'ai pas besoin de vous expliquer comment vous avez ressenti les canicules qui étaient, je dirais, décennales, voire séculaires dans un premier temps, et on se retrouve avec plusieurs canicules par été, et qui sortent en plus du mois de juillet-août. Donc ça, c'est déjà un problème. C'est un problème aussi sur les maladies à vecteurs d'insectes, le moustique tigre. Je pense que le moustique tigre est à Montpellier depuis un moment déjà. Il est arrivé en 2001 par les Alpes-Maritimes et il a gagné petit à petit tout le territoire français puisqu'il est arrivé à Lille il y a 2-3 ans. Donc ce moustique tigre, eh bien, il va transporter la dengue et contrairement aux moustiques qu'on avait l'habitude, il pique toute la journée. Et c'est une plaie en fait, parce que quand vous êtes en période de canicule et qu'on vous dit, enfin les services de santé de la ville ou quoi vous disent sortez dehors, allez dans les parcs, soyez sur vos terrasses si vous en avez, et qu'en fait à l'extérieur c'est littéralement envahi de moustiques tigres, vous ne restez pas en fait parce que vous vous faites littéralement attaquer. Donc on voit déjà qu'on arrive sur des moments complexes. La perte de la biodiversité, en quoi ça va nous impacter ? Ça va nous impacter parce que la déforestation et l'élevage, ça va faire diminuer la diversité génétique de nos élevages et de nos cultures. Et si à un moment donné, on parle d'agents pathogènes là en santé, mais il y a la même chose dans le monde végétal et dans le monde animal, et du coup, il n'est pas exclu qu'il y ait une épidémie, une pandémie sur cette diversité génétique et qui, au lieu de tuer une vache sur 20 dans le troupeau, on va les décimer tous parce que finalement, c'est 20 fois la même vache. Et en fait, au fur et à mesure de l'agriculture dans ce XXe siècle, on s'est rendu compte qu'on a sélectionné de plus en plus les individus pour choisir ceux qui nourrissaient énormément. Et donc, en fait, on a globalement plus que quelques espèces de végétaux qui sont utilisés dans l'agriculture et quelques espèces et phénotypes génétiques pour l'élevage et qui, du coup, est problématique. Et ça, eh bien, c'est le pont des maladies zoonotiques. Maladie zoonotique, c'est quoi ? C'est une maladie du monde animal qui va traverser la barrière de l'espèce, puisque normalement, je ne suis pas à même d'être contaminé par la grippe de mon poulet dans mon arrière-cour, sauf qu'il arrive parfois que, justement, elle arrive à traverser la barrière de l'espèce et qu'elle vienne impacter notre humanité. Et en perdant cette biodiversité, eh bien, on va augmenter ce risque-là et ces opportunités. Pareil pour la modification du cycle de l'eau douce, on se souvient tous et on le vit chaque année, ces sécheresses, ces inondations à répétition, l'impact que ça peut avoir sur notre santé mentale, sur les cultures. Pareil pour les nitrates, l'introduction des nouvelles entités dans la biosphère, c'est les pollutions de tout ordre, qu'elles soient plastiques, qu'elles soient nucléaires, qu'elles soient chimiques, les métaux lourds. Et en fait, il y a 1000 exemples au niveau mondial sur justement ces pollutions-là qui vont avoir un impact sanitaire direct. Donc tout ça liste les effets de nos activités sur l'environnement, mais ça oublie une limite véritablement, la 10e limite qui me semble être la plus importante. Alors elle est un peu anthropocentrée, c'est-à-dire un peu centrée sur l'humain, mais peut-être qu'on a besoin de ça pour se sentir concerné à un moment donné, c'est la limite sanitaire.
Et la limite sanitaire, c'est très important parce que c'est ce que ça agit sur notre santé. Et en fait, chacune de ces limites va avoir un impact sur notre santé. Et aujourd'hui, justement, le message, il n'est pas juste de dire il faut sauver la planète, mais il faut surtout nous sauver, nous aussi, en cours de route. Et finalement, on se rend compte assez rapidement, je vous ai demandé tout à l'heure quels étaient les challenges du XXIe siècle, que, on est tous impactés sans aucun doute. Alors, je vais vous faire des petites questions rapides, juste en levant la main pour quand vous répondez. Qui, dans la salle, a personnellement, ou dans sa famille, ou dans ses proches, déjà souffert d'allergie ou d'asthme? Parce que c'est important, vous pouvez vous retourner un petit peu pour voir l'ampleur des choses. Vous n'êtes pas seul là-dessus. Nous sommes 4 millions en France. C'est la maladie chronique de l'enfant la plus fréquente en France. Et au niveau mondial, c'est 262 millions dans le monde. Qui a déjà perdu du temps dans un embouteillage? Voilà, là, voilà. Alors, on me dirait quel rapport avec la santé, mais je vais vous le donner. Selon les rapports de GPS TomTom, les automobilistes montpelliérains ont perdu 64 heures l'année dernière dans les embouteillages. 64 heures, ça fait 2 jours et demi. 2 jours et demi, on dirait, bon, c'est pas grave sur une année, mais en fait, 2 jours et demi, c'est beaucoup. Nous n'avons que des journées de 24 heures quand même. Et généralement, quand on est dans les embouteillages, on se dit pas, chouette, je vais écouter mon petit podcast ou ma petite musique, on est juste énervé, on en a marre. Et ce cycliste qui double tout le monde, il commence, voilà. Donc, si on peut un peu lui faire peur de temps en temps. Donc, en fait, ça va monter la tension, la nervosité. Ce qui est exactement aussi le cas du changement climatique, parce qu'en cas de canicule, il y a une tension aussi plus importante. Donc, embouteillage plus canicule est égal le scénario catastrophe. Qui a déjà interdit à son enfant de courir sur les trottoirs de la ville, de jouer dans la rue ou d'aller tout seul jusqu'à la boulangerie de l'autre côté de la rue? Pas tant de monde que ça, alors. Je suis super impressionnée, ça veut dire que nous avons une ville super marchable. Mais globalement, au niveau général, on voit aussi qu'il y a une perte d'autonomie des enfants. Et on a une étude qui a été faite en Angleterre sur la perte de périmètre d'autonomie des enfants au long du XXe siècle, c'est-à-dire de 1920 jusqu'à 2020, puisque l'étude a été faite donc en 2020. En 1920, un enfant de 10 ans avait un périmètre globalement de liberté de 10 km. Donc il pouvait quitter la maison, il allait se balader, il revenait, et voilà. 1950, on était tombé à 5-8 km. Aujourd'hui, un enfant de 10 ans, il fait 300 mètres et généralement avec un iPhone ou un AirTag dans la poche. Et ça, c'est un problème aussi parce que ces maladies non transmissibles qu'on évoquait dans la sédentarité tout à l'heure, c'est aussi l'apprentissage de la mobilité, l'apprentissage de l'autonomie. Et là, en fait, en tant que parent, on va surprotéger les enfants, mais là aussi, on revient de ce qu'on disait tout à l'heure avec la responsabilité individuelle. C'est pas que les parents n'ont plus confiance en leurs enfants. C'est pas envers les enfants qu'ils n'ont pas confiance, c'est envers la circulation automobile. Et un enfant qui joue au ballon sur le trottoir, si le ballon va sur la route, de fait, il va courir derrière le ballon en oubliant de regarder les voitures. Donc, de fait, ils vont dire, non, tu joues pas dans la rue. Et pourtant, ça serait très bien de jouer dans la rue, on y reviendra tout à l'heure. Qui a dans sa famille ou personnellement déjà souffert de troubles du sommeil, d'anxiété ou de dépression? Eh bien, sachez que vous faites partie de 62% des Français qui, dans les 2 dernières années, ont eu ces problématiques-là. Globalement, c'est de plus en plus présent et on verra pourquoi également plus tard. Qui a dans sa famille ou personnellement déjà eu des maladies cardiovasculaires, cancers, maladies métaboliques comme le diabète ou le cholestérol? Voilà, c'est là où on récupère le plus de suffrages. Pourquoi? Parce que ces maladies non transmissibles, elles sont passées de 56% des décès prématurés en 1990 à 74% en 2019, au niveau mondial, 96% au niveau européen en 2019. C'est une véritable pandémie de maladies non transmissibles. De 56
à 74 et 96 en Europe. Comment c'est possible, vous me direz? Parce qu'on est tous différents. On ne va pas attraper tous les mêmes pathologies, d'autant plus que ce ne sont pas des maladies transmissibles. Eh bien, tout simplement parce qu'on nage tous dans la même eau trouble. Et aujourd'hui, en fait, ces maladies non transmissibles, c'est les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies métaboliques, comme le diabète, l'obésité, qui est un facteur de risque. Donc, tous autant que nous sommes, on est des différents poissons, mais qui nagent dans le même aquarium. Et cet aquarium, l'eau n'est plus assez claire et assez nette pour qu'on puisse rester en bonne santé. Donc aujourd'hui, on a un monde et des modes de vie qui sont devenus littéralement pathogènes. Et c'est en ça où on a besoin de changer les choses. Alors ça y est, je pense que j'ai déprimé tout le monde. Alors, c'était histoire de ne pas faire mentir mes 62% de personnes anxieuses. Mais plus sérieusement, l'intérêt, ce n'est pas d'être anxiogène, c'est véritablement de poser, non pas un diagnostic, mais un énoncé. Pour avoir une bonne réponse, il faut un bon énoncé. Et l'idée, clairement, c'est d'éviter les solutions pathogènes. Qu'est-ce qu'une solution pathogène? Eh bien, c'est une solution généralement rapide, pas trop chère, et qu'on va présenter comme étant le truc qui va tout changer. Petit exemple, en santé, puisqu'on parle de santé dans un premier temps. Par exemple, on a des problématiques de douleurs chroniques, les douleurs du dos, des douleurs cancéreuses ou ce genre de choses. On va donner des antidouleurs. Et dans certains cas, et notamment les États-Unis pour les nommer, eh bien, le marketing agressif, la publicité qui est autorisée pour les médicaments aux États-Unis a favorisé la prescription d'antidouleurs, des opioïdes, où les médecins avaient des primes s'ils prescrivaient plus de comprimés et s'ils prescrivaient plus de dosage. Donc, comme ça marchait bien au départ et qu'on avait des populations de patients qui étaient très douloureux, et que ça fonctionnait, eh bien, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Sauf que quelques années plus tard, on se retrouve avec une crise des opioïdes, dont vous avez très certainement entendu parler, où on a littéralement toute une grande partie des Américains qui sont impactés par cette crise opioïde, à tel point qu'il y avait énormément le problème des opioïdes. Oui, c'est vrai que c'est antidouleur, mais à un moment donné, on risque de faire une overdose et d'y rester. Et ça crée une addiction. Donc il y a une addiction, le côté antidouleur va disparaître au fur et à mesure, donc on en veut plus pour que le côté antidouleur persiste, et vu qu'on a une addiction également, enfin tous les voyants sont ouverts pour vous amener jusqu'à l'overdose. Ce qui est devenu véritablement un énorme enjeu de santé publique aux États-Unis, et d'ailleurs je pense que ça ne nous a pas échappé que M. Trump s'en est servi comme excuse pour aller kidnapper M. Maduro au Venezuela. Une autre solution pathogène, c'est par exemple quand on nous dit on va diminuer la... c'est pas tant que pathogène que ça, mais ça représente véritablement l'approche en silo. On a une problématique de changement climatique, donc on va remplacer tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques et tout ira bien. Eh ben non, tout ira pas bien, parce qu'on l'a vu, on a un problème de changement climatique, mais on n'a pas que ça comme problème. Et quitte à changer tout de système de fonctionnement, eh bien, ça serait bien d'avoir la possibilité aussi de travailler sur le changement climatique avec la diminution des gaz à effet de serre, mais aussi diminuer notre sédentarité. Et une voiture électrique, eh ben, ça fait des embouteillages, ça fait toujours du bruit quand ça klaxonne, ça accapare toujours l'espace public et ça résout pas grand-chose au niveau sanitaire. Donc, on y est, une demi-heure plus tard, avec ce vélo dans tout ça. Comment arrive le vélo dans tout ça? Eh bien, le vélo, c'est un véritable couteau suisse de la ville durable et solidaire face à l'empilement de ces crises qu'on a décrites, les crises sanitaires, les crises économiques, qui ne sont pas ma partie, mais qui existent malgré tout, les crises climatiques et les crises énergétiques. Donc on a véritablement besoin aujourd'hui de trouver des solutions qui ne sont pas des solutions rapides. Malheureusement, on n'a pas ça en marche, mais où on va pouvoir justement avoir une solution qui va pouvoir répondre à plusieurs problèmes. Et le vélo, aujourd'hui, n'est pas la solution à tout, il n'est pas question de dire ça, mais en tous les cas, ça permet de répondre à pas mal de choses. Pourquoi ? Parce que, effectivement,
Notre objectif principal dans la santé urbaine et la santé occidentale aujourd'hui, c'est de lutter contre ces maladies non transmissibles, qui sont aujourd'hui la première pandémie, c'est-à-dire première épidémie qui se retrouve sur tous les continents de maladies non transmissibles. Donc qu'est-ce qu'on a comme problématique en ville? On a une pollution atmosphérique. Pollution atmosphérique, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les villes du monde, à peu près 99% des villes mondiales sont au-delà des recommandations de l'OMS. Montpellier, aujourd'hui, 17 ou 19 janvier, je ne sais pas trop quel jour on est, mais 19, et a été mesuré à 6, picogrammes par mètre cube. Des particules fines à 2,5 microns. Eh bien, sachez que ça, c'est 1,4 fois la valeur de l'OMS. Donc, sur le tableau, c'était en vert, parce que malgré tout, c'est moins catastrophique qu'à New Delhi, mais ça reste encore problématique parce que c'est un facteur de risque. Alors, soyons clairs, c'est pas parce qu'on respire une fois cette pollution-là qu'on meurt demain, mais en fait, la problématique, c'est la régularité de la chose, c'est la fréquence de la chose, c'est la normalité de la chose. De la même manière qu'avec toutes ces alimentations ultra transformées, on peut aller se manger un burger frites un jour dans la semaine, c'est pas grave. C'est grave si vous y allez tous les jours, 2 fois par jour. Et là, on arrive avec cette pollution atmosphérique que de toute façon, eh bien, on respire tous les jours. Et on ne respire pas tous les jours juste une semaine, on respire tous les jours pendant des décennies. Et le corps humain, il est comme la planète, là, il veut bien être résilient, mais il y a un moment donné, il commence à peiner un petit peu. Et il s'avère qu'en 2025, historiquement, on arrive au moment où ça devient problématique. Parce que tous ces problèmes-là de pollution atmosphérique et tout ça, c'est pas nouveau. Ça a commencé à l'ère au niveau de la révolution industrielle, donc ça fait 150 ans que ça monte. Notre pollution atmosphérique au niveau individuel également. Et en fait, la physiologie du corps va réagir à ça. Et il y a un moment donné où sa capacité de résilience, c'est-à-dire de résistance pour faire face à ça, ne va plus être en action et va générer une pathologie. Et la pathologie, c'est quoi face à la pollution atmosphérique? C'est l'asthme, ce qu'on a vu tout à l'heure, les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde, donc la crise cardiaque, les cancers du poumon et la BPCO. La BPCO, c'est la bronchite pulmonaire chronique obstructive, qui est une véritable plaie et qui touche entre 5 et 10% de toutes les personnes qui ont plus de 45 ans en France. Et ça, franchement, je ne souhaite à personne, parce que quand vous avez une BPCO à 45 ans, derrière, en fait, il y a la bouteille d'oxygène qui pointe son nez en fin de vie, et c'est loin d'être agréable. Toute cette pollution atmosphérique, en fait, elle va impacter 4 millions de personnes, puisqu'elle va générer 4 millions de décès prématurés. Et en réduisant, finalement, la dépendance à la voiture, le vélo va pouvoir augmenter la qualité de l'air. Alors, ce matin, j'ai reçu un mail de quelqu'un, j'imagine qu'il doit être du coin, et qui m'a dit « Oui, si vous voulez faire du vélo à Montpellier, bon courage, il vaut mieux mettre un masque à oxygène. » Bon, ok. Est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison? Eh bien, un peu les deux. En fait, il n'a pas raison dans le sens où l'air pollué est plus pollué dans la voiture qu'à l'extérieur. Ceci étant, le cycliste, lui, il fait un effort physique, donc il va respirer plus profondément et plus rapidement que celui qui est assis dans sa voiture. Donc, en fait, en termes de concentration, il va inspirer plus de particules. Mais là, ce raisonnement, il est un peu impacté par le préjugé qu'on met autour du vélo, un peu moins maintenant, mais qui a été un petit peu la problématique au départ. Faire du vélo le matin pour aller au travail, c'est pas faire le Tour de France. On n'est pas là pour aller le plus vite possible. C'est pas du sport, en fait, c'est un trajet.
Donc, on peut aussi axer sa pratique du vélo sur un vélo hollandais, c'est-à-dire un vélo droit, où on n'est pas en position de vitesse et où l'idée, c'est juste d'aller à un point A à un point B, ce qui vous fera moins respirer comme un sportif et peut-être vous amener à être moins pollué que la voiture. Et ceci étant, même en allant vite sur le vélo, l'impact de cette pollution est compensé par l'impact positif de l'activité physique au quotidien. Donc, ça reste encore favorable pour le cycliste malgré tout. Je n'ai pas répondu au mail parce que je n'avais pas envie de partir dans cette histoire, mais malgré tout. Il est mort. Pas depuis ce matin, je pense. Donc, ces maladies non transmissibles, que fait l'OMS ? L'OMS, Organisme mondial de la santé, va nous dire qu'il nous faut 150 minutes d'activité physique par semaine. 150 minutes d'activité physique par semaine, c'est à peu près 20 minutes par jour. Activité physique, je n'ai pas dit sport. Et c'est là toute la différence. C'est que si vous faites 1 heure de crossfit le samedi, bien grand bien vous fasse, mais ça sera toujours moins utile que d'aller à pied au travail le matin et le soir de fait, ou de faire du vélo. Parce que 20 minutes par jour de vélo, en fait, c'est, à ma vitesse en tous les cas, 3 km un trajet aller-retour, 3 km. Enfin, c'est vraiment tout petit, quoi. Enfin, et ça se fait assez rapidement, finalement. Donc, ces 20 minutes d'activité physique par jour, eh bien, c'est très facile de pouvoir les faire à vélo. Et là où c'est intéressant, c'est que ce vélo, en fait, il va avoir plusieurs actions au niveau de prévention de la santé physique. Il va permettre de faire du cardio, puisque, encore une fois, je l'ai dit, le but, c'est pas de faire un sprint. Alors, vous pouvez de temps en temps que vous êtes en retard, mais globalement, en fait, vous êtes sur votre trajet, votre temporalité. Ça va permettre aussi d'avoir une bonne fréquence respiratoire. Ça améliore aussi l'activité circulatoire. Ça permet de protéger vos articulations, puisque en fait, c'est une activité physique qui est non traumatique. Il faut savoir que quand on fait plus de 70 kg, normalement, le running, c'est pas très pertinent, tout simplement parce qu'à chaque fois, on court. Donc, vous l'avez peut-être vu au JO, la différence entre la course et la marche courue. La marche, il faut toujours avoir un pied qui touche le sol, ce qui n'est pas le cas quand on court. Je ne vais pas vous faire la démonstration de la course, mais quand on court, on saute, on court comme des biches en fait. Et ben ça, en fait, les genoux, ils apprécient moyen. Donc si on veut garder nos genoux le plus longtemps possible et qu'on fait plus de 70 kg, on fait autre chose. Le vélo, par exemple, c'est bien parce que du coup, il n'y a pas d'activité traumatique. La piscine est pas mal non plus. Et puis aussi, ça permet de garder un développement musculaire assez intéressant. Donc finalement, ce vélo, et c'est là où c'est intéressant par rapport à d'autres sports, c'est possible à tous les âges. Alors on va me dire, oui, mais tout le monde ne peut pas monter sur un vélo. En fait, là aussi encore, ça montre une méconnaissance du monde du vélo, parce que des vélos, il y en a pour tout le monde. Encore une fois, on l'a vu aussi au JO avec les handibikes. Il y a des triporteurs, il y a des vélos cargo, il y a des longtails pour les parents qui veulent amener les enfants à l'école, qui veulent aller au marché sans la voiture. Qui veulent faire du vélo couché, qui n'ont pas d'équilibre ou qui pensent qu'en faisant plus de 90 kg, ils ne peuvent pas monter sur un vélo. Il y a des vélos adaptés. Donc en fait, quand on recherche tout ça, il y a ce qu'il faut. Et il faut savoir que pour une communauté, une ville, un pays, la prévention sur le vélo est très importante au niveau de santé publique parce que 1 km à vélo, ça permet d'économiser 1,02 € de santé publique. Et comme on le sait tous, ça va assez vite de monter en kilométrage. Et c'est très intéressant, surtout au moment où on essaye de faire diminuer justement les dépenses de la santé. Qu'est-ce qu'il en est pour la santé mentale ? Alors, santé mentale, très important, très invisibilisée. Ça touche 1 milliard de personnes sur Terre, c'est-à-dire 1 personne sur 8. Tout simplement parce que énormément de gens n'ont pas accès à la santé, aux soins de santé mentale. Difficulté de reconnaissance de ce que c'est que la santé mentale et de tout cela génère la santé mentale est le pourvoyeur numéro 1 d'arrêt de travail. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc qui impacte le plus l'économie au niveau mondial.
Alors il fut un temps, quand on parlait de santé, on dit oui, mais bon, ça ne m'atteindra pas. Aujourd'hui, ce n'est plus la question. Aujourd'hui, c'est à quel moment dans ma vie je serai impacté par la santé mentale. Ça peut être au moment de la naissance de votre premier-né, où vous faites un crash down derrière parce que vous êtes tellement épuisé et que vous n'avez pas beaucoup d'aide derrière, eh bien, c'est un moment où ça peut survenir. Quand vous avez un management toxique au boulot, eh ben, c'est le moment aussi où ça peut survenir. La crise de la quarantaine qu'on a tous fait pendant la Covid-19, eh bien, c'était aussi un moment où ça peut survenir. Et d'ailleurs, on y est toujours, hein, je peux vous le dire, en tant que psychiatre clinicienne. Donc, on voit que finalement, cette vulnérabilité à la santé mentale, elle est très importante. Qu'est-ce qui atteint cette vulnérabilité aujourd'hui ? Plusieurs choses, en fait. Le stress chronique, justement, de nos vies à 100 à l'heure. L'isolement, le fait de se sentir seul, que ce soit les jeunes étudiants, que ce soit les jeunes adultes dans les villes qui connaissent personne. Je ne sais pas quelle est la proportion de personnes vivant seules à Montpellier. Je sais que la moyenne nationale est de 17%, à Paris c'est 51%, c'est un truc énorme. Mais c'est quelque chose qui est problématique parce que c'est justement pourvoyeur d'anxiété, dépression, la sédentarité bien sûr, et quand cette vulnérabilité, l'absence de sommeil, la diminution de sommeil, la diminution de lumière naturelle et les écrans de plus en plus aussi qui viennent impacter cette vulnérabilité à la santé mentale. Donc on voit que finalement des cadres de contraintes sont différents, mais s'accumulent pour qu'à un moment donné, eh bien, on ne soit plus en capacité justement de faire face. Et moi, je vois des gens qui arrivent, qui me disent « Ah, je veux tenir, je suis pas faible ». Je dis « Ok, vous voulez tenir très bien, mais pourquoi faire en fait ?» Le but, c'est pas de se dire Superman ou quoi que ce soit et d'arriver à un moment donné de faire un crash down parce que justement, on n'a pas été en capacité de parler ou tout simplement de demander de l'aide. Et la marche active, le vélo, en quoi c'est intéressant dans cette santé mentale ? Eh bien, c'est primordial parce que cette activité physique au quotidien, ça va sécréter de ce qu'on appelle des endorphines, qui sont les hormones du bien-être. Ces endorphines, elles sont géniales parce que ce sont des anxiolytiques naturels, donc qui vont faire diminuer le stress et qui vont vous... alors quand je dis ça va augmenter l'état de bien-être... on ne va pas se faire un shoot d'endorphine, encore que, mais en fait, cette petite perfusion au quotidien, finalement, va vous permettre de diminuer ce niveau d'anxiété. Alors ça rajoute, il n'y a pas seulement ça, mais c'est une première base sur laquelle on peut compter, et d'ailleurs tous ceux qui l'ont tenté une fois de faire du sport au quotidien se rendent vite compte que c'est un petit peu comme une addiction naturelle, c'est-à-dire que tous les jours on a envie d'aller faire son sport parce qu'on se dit j'en ai besoin, ça me fait du bien et ainsi de suite. Contrairement à d'autres addictions, si vous partez en vacances et que vous n'en faites plus, eh bien ça s'arrête assez rapidement. Mais ça peut se relancer. Mais du coup, véritablement, c'est une bonne première base pour permettre justement cette santé mentale. Et ce qui est intéressant avec cette mobilité active, je fais un petit aparté entre différence entre mobilité active et mobilité douce. La mobilité douce s'inscrit en opposé à la mobilité thermique, c'est-à-dire qui va générer des gaz à effet de serre. Et la mobilité active fait partie de la mobilité douce, mais demande une activité physique. Donc la trottinette non électrique est une mobilité active et la trottinette électrique est une mobilité douce, par exemple. Et le vélo électrique reste une mobilité active parce que c'est à assistance électrique. Il faut pédaler quand même pour que ça bouge. Et au contraire, on dit oui, mais ça ne sert à rien. Alors, si, ça sert. Ça sert que si vous avez 10 km à faire, vous vous dites c'est possible quand même parce que mon vélo électrique m'emmène plus loin. Donc, c'est là où c'est intéressant. Avec cette mobilité... Là, je reste un petit peu plus sur le vélo que sur la marche. La marche le permet, mais un petit peu moins que le vélo, parce que justement, avec le vélo, on peut aller plus loin. Et ce qui est intéressant là, c'est la réappropriation de l'environnement. On va connaître, surtout quand
comme Montpellier, vous êtes une ville universitaire, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'extérieur, qui ne connaissent pas forcément la ville, donc ils vont connaître la résidence universitaire ou leur studio, puis l'université, et puis vont faire un chemin de fourmis, là, comme ça. Mais au-delà de ça, ça va être assez inconnu. Et l'intérêt du vélo, en fait, c'est de se réapproprier cet espace. C'est qu'on n'est pas forcément dans les transports en commun et dans les villes où il y a des métros passés par le souterrain, et du coup ne pas observer assez l'environnement extérieur. Et finalement, de pouvoir augmenter son espace vital de familiarité de la marche par rapport au vélo va permettre de se familiariser plus grandement avec un territoire plus large. Et du coup, vous allez tester des chemins et assez rapidement, vous allez arriver à une maîtrise du territoire. La maîtrise du territoire, pas dans le sens dominer, mais dans le sens connaître. Ça fait référence à notre cerveau archaïque quand on était justement chasseur-cueilleur jadis. Et à partir du moment où vous maîtrisez votre territoire, vous savez là où il y a une boulangerie qui fait le petit gâteau comme votre grand-mère elle faisait jadis. Là-bas, vous allez trouver la librairie où vous avez un bouquin, la médiathèque où vous aimiez bien travailler après la fac ou ce genre de choses. Et bien finalement, ça va diminuer votre fond anxieux. Le fond anxieux, c'est la baseline, la ligne de base de votre anxiété. Mais en plus, ça va vous permettre de construire des étayages. Les étayages, c'est ce qui soutient finalement votre santé mentale. Et ça peut être intéressant, c'est une question que je pose de manière assez systématique à mes patients, de coter entre 0 et 10 votre niveau d'anxiété de base. 10 étant la crise d'angoisse, donc vous avez déjà vécu une crise d'angoisse, donc c'est un moment d'anxiété important. 0 et pas d'anxiété du tout. Essayez de coter votre anxiété de base, c'est-à-dire la ligne de fond, tout ce qui est en arrière-plan, les problèmes avec les enfants, avec les parents vieillissants, avec le management toxique, avec justement les 62 heures d'embouteillage par an, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que ce fond anxieux, c'est l'accumulation des cadres de contraintes. Et dans ces cadres de contraintes, il y a notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie de couple, notre vie en tant que citoyen d'un territoire. On est impacté par ce territoire, de fait. Et du coup, tout ça s'accumule les uns sur les autres, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment la même forme et que nous, on est un peu au milieu. Donc, à un moment donné, on se retrouve un peu sans espace vital. Et si, par exemple, vous évaluez, je dirais, à 2 sur 10 votre fond anxieux, ça veut dire qu'il vous reste 8 sur 10 de delta d'énergie psychique pour gérer le quotidien. Donc, si vous avez une réunion ou un événement problématique, vous allez monter, vous allez avoir un pic de stress à 7-8, donc plus 5, c'est absorbable. Ça ne va pas être super agréable, mais c'est absorbable. Sauf que si vous êtes déjà à 6 de stress de base, eh bien, votre 5, vous ne les absorbez pas, en fait. Vous soit partez en crise d'angoisse, soit vous partez en burn-out. Donc ce fond anxieux, il est véritablement important, et on se rend compte que des outils tels que justement cette réappropriation de l'espace et cette possibilité de le faire aussi est très importante. Ce vélo, je dis vélo taf, c'est le terme consacré. Je pense que j'apprends pas grand-chose à quelqu'un là sur le partir au travail à vélo tous les jours. Ça va être intéressant parce que on reste dans un pays où les pistes cyclables sécurisées ne sont pas encore la norme, donc il faut être super attentif quand même quand on rentre du boulot ou quand on y va justement, ou toute autre démarche. Et cette distanciation progressive avec ce que vous venez de vivre, c'est-à-dire votre journée de boulot, eh bien, va partir plus vite parce que vous devez être attentif. Vous devez être attentif à ce bus-là qui est pas loin de vous, au fait que vous voulez traverser au carrefour. Et du coup, finalement, ça va vous permettre de scinder les espaces assez plus rapidement et de ne pas emporter les problématiques du boulot, parce que même si ça se passe bien, on emporte toujours un dossier, un truc à la maison. Une fois qu'on est arrivé à la maison, en fait, on a eu ce sas entre 10 minutes et 45 minutes de trajet qui fait que non seulement on ne s'est pas fâché parce qu'on n'était pas dans les embouteillages, donc on ne s'est pas fâché avec le SUV qui était derrière soi, mais en plus, cette activité physique vous a sécrété des endorphines et en plus de ça, eh bien, le fait d'être attentif à votre sécurité vous a complètement déconnecté des choses de la même manière que le matin, vous laissez ce qu'il y a à la maison et vous êtes beaucoup plus proche et prêt pour engager une journée de travail. Donc,
tous les matins, de savoir partitionner vie professionnelle, vie perso, va vous permettre d'avoir un espace psychique disponible beaucoup plus important. Et c'est ça qui est intéressant. Au niveau des villes, ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que cet espace public qu'on disait tout à l'heure, phagocyté par les villes, et qu'il est littéralement, parce qu'aujourd'hui, certaines villes ont jusqu'à 50% de leur espace public phagocyté pour la voiture, c'est-à-dire le parking et la voie dans laquelle on circule. Ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que l'espace public n'est plus un espace de vie, ce n'est plus un espace de sociabilité. Et une étude a montré la corrélation entre la densité de la circulation motorisée et la diminution des interactions sociales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous habitez sur un boulevard avec double voie automobile, il y a très peu de chances que vous connaissiez vos voisins. Alors si ça fait 30 ans que vous habitez là, peut-être que vous connaissez votre voisin de palier. La probabilité pour que vous connaissiez vos voisins du dessous, si vous n'êtes pas très bruyant, normalement diminue. Et les voisins, c'est-à-dire dans l'immeuble d'à côté, généralement, vous ne les connaissez pas. Et en fait, on se rend compte que dans les villes et dans les rues piétonnisées, où l'espace commun est redevenu un espace de sociabilité, eh bien, on connaît beaucoup plus de gens et on reproduit véritablement ce que c'est que la ville de quartier, en fait, la vie de quartier. Et rencontrer l'autre dans cet espace. Pourquoi c'est intéressant? Ça ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, à mettre des étayages. Quand vous arrivez jeune étudiant ou que vous venez de déménager, que vous arrivez à Montpellier, eh bien, finalement, d'avoir ces espaces de vie partagés, ça va vous permettre de rencontrer plus vite les gens, d'être invité, de pouvoir créer des liens et ainsi de suite. Et ces liens amicaux, eh bien, on le sait, ça a également un impact majeur sur la diminution de l'anxiété. Et puis rencontrer l'autre, c'est aussi le découvrir, quel qu'il soit, aussi différent de nous qu'il soit. Et puis finalement, on va se rendre compte que cette différence qu'il amène, c'est une richesse. Et le fait justement d'augmenter ces interactions sociales dans ces rues apaisées, eh bien, ça permet aussi d'éviter les replis identitaires et les extrémistes politiques qui vont remporter toujours sur l'autre, tout ce qu'on veut, et c'est majoritairement la problématique des politiques extrêmes de droite. Et évidemment, ça lutte contre l'isolement de manière évidente. C'est pour autant pas fini. C'est vrai que sur la santé mentale, véritablement, cette mobilité active est très intéressante, notamment sur la reprise de main sur le rythme de vie. Alors c'est quoi le rythme de vie? C'est le rythme biologique, la synchronisation des rythmes biologiques. Dans une journée, il n'y a toujours que 24 heures. 24 heures, 8h10. Je vais accélérer. 20h10 donc. Donc 24 heures, c'est très peu quand vous devez gérer une vie professionnelle, une vie familiale et surtout ne pas oublier votre vie personnelle parce que c'est ce qui arrive souvent, notamment aux jeunes mamans, majoritairement. Parce qu'on se considérait comme étant une variable d'ajustement et c'est beaucoup plus simple de se dire bon, je vais lâcher le cours de tennis ou le cours de yoga avec les copines plutôt que de dire non à mon boss ou plutôt que de dire non à mon enfant qui veut aller faire du ping-pong. Donc souvent, eh bien, les activités parentales des jeunes parents disparaît et c'est comme ça aussi qu'on arrive justement à un burn-out plus rapidement que prévu. Donc dans cette journée de 24 heures, on essaye de ne pas se servir de variable d'ajustement sur le sommeil. Parce que le sommeil aussi, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir combiner. Et c'est ce que j'ai fait, malgré moi, aujourd'hui. J'ai commencé plus tôt mes consultations parce que mon train était super tôt. Et demain matin, je repars à 5h50. Donc, feu mon sommeil du matin. C'est quelque chose que je regrette déjà, je vous le dis de base. Et ce sommeil, souvent, justement, on va grignoter dessus. On grignote dessus, on ne s'en rend pas compte, mais le fait d'arriver à la maison et de regarder une série, ah mais ils ont fait un cliffhanger à la fin de la série, donc je regarde le 2e épisode, ah c'est bon, il en reste un, je finis le 3e, et donc c'est 12h30. Demain matin, je me lève à 7h, je vais être complètement HS.
Les écrans, ces petites choses là, qu'on a quelque part, ça génère de la lumière bleue. Lumière bleue, ça va inhiber la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et pour là, c'est fichu pour votre endormissement. Donc vous allez dire, je dors pas, donc je regarde mon téléphone ou je regarde un autre épisode. Et en fait, in fine, on se retrouve sur une habitude qui vous fait croire que, vous dormez pas. Alors, pourquoi on parle de ça ? Mais parce qu'on a l'impression que le sommeil, ça se construit au moment où on a envie d'éteindre la lumière. Non, en fait, le sommeil, ça se construit tout au long de l'année. Et justement, parce qu'on disait tout à l'heure, de notre temps de chasseur-cueilleur, on a une activité physique régulière dans la journée, toute la journée. On voit la lumière naturelle toute la journée. Et puis, le soir, on dîne. Et puis, on se met au lit. Et du fait de cette fatigue, on va s'endormir assez facilement. Sauf qu'aujourd'hui, notre sédentarité fait qu'on n'est pas assez fatigué. Alors on va dire aussi, moi je suis super fatigué. Vous êtes super fatigué psychiquement. Parce que justement, ce stress, cette vie qu'il faut vivre à 100 à l'heure, mais vous n'avez pas de fatigue physique. Or, c'est la fatigue physique qui va aller vous endormir le soir. Et la mélatonine, cette fameuse hormone du sommeil, elle se sécrète une fois qu'on est dans l'obscurité. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a plus aujourd'hui, parce que heureusement, on n'est plus dans les halogènes, donc ça, merci, quoi. Mais pour autant, les éclairages, les écrans et l'absence de régularité, parce qu'il y a très fortement peu de chances pour que tout ce temps qu'on soit dans cette salle, on ait des horaires régulières du coucher. Et ça, véritablement, c'est un problème sur notre fonctionnement du sommeil. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tous se coucher à 21h ou quoi que ce soit, mais malgré tout, c'est notre fonctionnement physiologique. On a un rythme jour-nuit, pour le reprendre simplement, qui se base sur la régularité et qui se base sur une resynchronisation quotidienne avec la lumière naturelle. À quel moment on attrape la lumière naturelle quand c'est le 12 janvier et qu'on commence à 8h et qu'on finit à 17h ? Littéralement jamais, sauf si on va au boulot à vélo. Parce que vous êtes malgré tout sur le trajet, pas dans la voiture, parce que les fenêtres aujourd'hui filtrent nos UV, et c'est les UV aujourd'hui, depuis toujours d'ailleurs, c'est les UV qui vont resynchroniser votre système jour-nuit à travers votre rétine. Donc on a besoin de ces UV. Avec modération, bien sûr, on ne va pas sur la plage comme ça à regarder le soleil, mais on a besoin des UV pour se resynchroniser jour-nuit, comme ça, surtout sur les moments d'hiver où le temps de lumière naturelle est faible et qu'on a besoin de se resynchroniser. Sauf, globalement, on ne fait plus, on n'a plus d'activité physique, on regarde les écrans, et c'est en ça que, justement, le vélo, aujourd'hui, peut essayer de remettre sa resynchronisation, plus activité physique, plus endorphine. Les endorphines et le sommeil vont très bien ensemble aussi. Donc on voit en fait qu'il n'y a pas une raison majeure et merveilleuse qui fait que tout s'enchaîne super bien. C'est un peu comme des pièces de puzzle, une pièce finalement est très anodine et pas très majeure, on va dire ça n'a pas révolutionné le monde, mais en fait, pièce après pièce, en fait, on arrive à repeindre le tableau un peu à la mode impressionniste pour un truc qui nous convient mieux. J'ai l'habitude de dire que ce vélo est à la ville du XXIe siècle ce que la voiture a été à la campagne du XXe siècle, c'est-à-dire se redonner la liberté et la maîtrise du territoire. Quand on prend un vélo en ville, quand on marche en ville, on sait à quelle heure on part, on sait à quelle heure on arrive. Peu importe les embouteillages, peu importe les grèves, peu importe quoi que ce soit. On récupère l'organisation de son temps. On récupère la liberté de décider à quelle heure on part et à quelle heure on arrive. On s'affranchit des contraintes extérieures. Et aujourd'hui, quand vous allez dans les villes, le problème c'est ça. C'est qu'il faut que je parte à l'heure dite présumé pour arriver à l'heure, mais il faut aussi que je prenne en compte les embouteillages, que je prenne en compte aussi que je trouve une place pour ma voiture, puis ensuite aller du parking juste à l'endroit où je vais aller, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et j'aimerais bien passer par cette petite épicerie là qui a ses super pâtes, mais en fait, il n'y a pas de parking à côté, donc en fait, je ne vais pas y aller, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ce vélo, ça va vous redonner véritablement la maîtrise de votre territoire et aussi votre liberté, votre ressenti de liberté vis-à-vis de l'environnement. Donc, en gros, ce que vous promet les publicités pour les SUV,
pouvez lâcher l'affaire parce que ça n'est clairement, je dirais, de la publicité mensongère, vous l'appliquez au vélo. Parce que là, littéralement, vous pouvez reprendre la liberté sur votre trajectoire, vous pouvez reprendre la liberté sur votre temps, et en aucun cas, j'ai entendu une publicité à la radio l'autre jour pour une voiture électrique asiatique qui disait « Ah, vous êtes dans un embouteillage, mais c'est pas grave, en passant à l'hybride, eh bien, vous allez retrouver ce sentiment de liberté. » Mais à quel moment, en fait ? Ce n'est pas possible, en fait. Donc ça arrivera seulement si on passe à de la mobilité active. Autre intérêt, la pollution sonore. Pollution sonore est un stress majeur de la ville, du monde urbain. Je vous ramène quelques années en arrière, au temps du Covid et du confinement. Alors, ce n'était pas méga fun pour tout le monde, mais malgré tout, on a eu au mois de mars un super beau temps. Et je pense que certains d'entre vous ont ouvert les fenêtres et ont entendu les oiseaux en pleine ville. Ils y sont toujours, ces oiseaux, mais là, on les a entendus. Eh ben, ça fait plaisir à tout le monde. Et ça fait plaisir parce que cette pollution sonore, cet environnement sonore qu'on ne contrôle pas, qui augmente le stress, qui va diminuer le sommeil, eh bien, ça fait partie de ces petites pièces de puzzle qui ne sont pas majeures, mais qui, quelque part, font augmenter ce fond anxieux. En fait, il faut voir le fond anxieux comme un seau qu'on remplit ou qu'on vide d'eau. Et en fait, le fait de diminuer le niveau sonore, eh bien, ça va vider le seau avec une certitude très importante. Donc, on a un apaisement psychique de la ville. Et quand vous passez d'une voiture à un vélo, vous faites du bien à vous, mais vous faites du bien aussi à ceux qui sont toujours en voiture, parce que vous diminuez la pollution sonore, vous diminuez la pollution atmosphérique, et tout ça a des avantages pour vous, mais vont avoir un avantage global aussi pour ceux qui ne le font pas. On a des impacts médico-sociaux avec ce qu'on appelle des inégalités d'usage. Alors, qu'est-ce que c'est cette inégalité d'usage ? En fait, on a eu une étude du Lancet. Le Lancet, c'est la Bible médicale. C'est une revue médicale américaine et qui mettait en évidence les effets sur la santé de la mise au vélo de la population française. Mais elle mettait aussi en évidence une inégalité homme-femme là-dessus. On avait en 2019 1919 décès prématurés évités et 5963 cas de maladies chroniques prévenues. Près de 75% des concernés étaient des hommes. Pourquoi ? Exactement. Et non pas parce qu'ils sont différents biologiquement que nous. Effectivement, par la perception de l'insécurité routière, par les contraintes logistiques, par la charge mentale, de dire « Ah, mais moi, j'ai 3 enfants à amener à l'école, comment je fais en voiture ?»« Non, mais moi, j'ai une départementale à faire, j'ai pas envie de me prendre un semi-remorque à 80 km/h, comment je fais ?» Et tout ça montre bien qu'aujourd'hui encore, vis-à-vis du vélo, en fait, on est dans la responsabilité individuelle. Et on peut pas demander aux gens, justement, toujours d'être dans la responsabilité individuelle, de faire les bons choix. Et on a besoin aujourd'hui des politiques de manière transversale. L'idée, c'est pas de mettre tout le monde sur un vélo. L'idée, c'est de préserver la santé de la population de manière générale, de rendre possible la mobilité active, que ça soit chez les adultes, mais aussi chez les enfants, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Et dans la mobilité motorisée, il y a un grand exclu de base, ce sont les mineurs. Ce sont les premiers à en subir les conséquences, parce qu'ils sont exclus de facto de la conduite automobile. Et donc rendus dépendants de la mobilité, soit des transports en commun quand ils habitent en ville, c'est-à-dire qu'il faut habiter à la bonne adresse, soit de la disponibilité parentale. Donc en fait, nos systèmes de mobilité aujourd'hui ne les reconnaît pas comme usagers légitimes et avec un espace public qui leur est devenu hostile. On disait tout à l'heure cette perte de mobilité des enfants de 10 km à 300 mètres, et c'est vrai que donc on a gardé nos enfants à l'intérieur dans des habitats de plus en plus petits, notamment dans les centres urbains,
parce que les normes de l'immobilier ont aussi diminué en taille et en volume. Donc on garde des enfants à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe quand on garde des petits-enfants, ou en tous les cas avant qu'ils soient adolescents, à la maison? Eh bien ça crie, ça hurle, ça bouge, ça fait du bazar. Le voisin tape sur le mur. Eh ben, à un moment donné, il y en a un peu marre. Ça tombe bien parce qu'il y a eu une invention technologique pour gérer ce problème, et ça s'appelle les écrans et les jeux vidéo. Vous mettez un enfant devant un écran, eh bien, il va être complètement hypnotisé. Vous l'avez perdu pendant au moins 2 heures, voire plus si vous voulez être tranquille. Mais on a cette captation de l'attention des enfants qui vont les rendre immobiles et inaudibles pendant autant de temps que vous voulez. Comment ? Ah, exactement, passif. D'autant plus que les études montrent que pendant ce temps d'écran, ils sont plus à même à grignoter des choses pas très saines. 26% d'entre eux. Donc, on se retrouve finalement avec une problématique aussi de dépendance aux écrans chez nos jeunes, puisque vous avez tous entendu avant décembre, là, c'est cette proposition d'interdire le téléphone au lycée, d'interdire les réseaux sociaux chez les enfants de moins de 15 ans, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on dit « Ah, mais il faut interdire les réseaux sociaux aux enfants. » Très bien, mais il faut qu'on puisse leur proposer quelque chose. Ils ne vont pas rester à la maison à démonter la maison parce que les parents ne voudront pas, et ils ne peuvent toujours pas sortir à l'extérieur. Donc en fait, là aussi, on met des injonctions, on interdit. Ah ben non, les écrans, c'est niette. La rue, c'est niette. On propose quoi aujourd'hui à nos enfants ? Eh ben, on ne propose plus rien. Et le problème, c'est qu'un enfant, pour qu'il se développe cognitivement, affectivement, et intellectuellement, de manière générale, eh bien, il faut qu'il l'explore, il faut qu'il l'expérimente, il faut qu'il soit curieux. Mais en fait, il faut qu'il soit libre de pouvoir faire tout ça. Et aujourd'hui, il ne le peut pas. Et clairement aujourd'hui, on est en train de construire la fracture sociale de demain entre ces enfants qui auront la possibilité d'être en extérieur, ceux qui ont la chance d'être en zone protégée, et ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont la chance d'avoir des parents qui gèrent un petit peu les écrans, et ceux qui ne le font pas, parce que on va avoir véritablement une différence d'usage de leur potentiel vis-à-vis de tout ça. Donc, d'autre part, ces enfants, eh bien, ils sont pas protégés des maladies non transmissibles. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes sont diabétiques. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes sont en surpoids. Et on voit toutes ces maladies non transmissibles qui, jadis, étaient des maladies de 45 ans, 50 ans. Aujourd'hui, la moyenne d'arrivée de ces maladies-là chroniques, c'est de 35 ans. La moyenne d'âge d'arrivée des cancers vont de plus en plus vers les adultes jeunes. Donc on voit que de la même manière qu'on peut changer les choses petit à petit par des petites pièces du puzzle, la pathologie, en fait, le système pathogène dans lequel on vit est, lui, de la même manière. Le fait de pouvoir faire de la publicité pour des produits pathogènes, le fait de rendre inaccessible le système de soins en coupant l'accès aux études médicales, le fait de ne pas pouvoir justement faire de la mobilité active parce que ma mairie, mon département ou mon État me sucre mon plan vélo. Tout ça, eh bien, finalement, c'est à un moment donné un rapport de force qui sera de toute façon toujours en faveur des produits pathogènes, parce que les produits pathogènes, qu'est-ce qu'ils font ? Exactement, ils rapportent. Et le PIB, ça se calcule sur quoi ? Sur ce que les industries rapportent, mais pas sur ce qu'elles nous coûtent. Et c'est là le problème, c'est que nous, on est là, en fait, en tant qu'individu, en tant que population, on est là à faire face à un PIB qu'on veut toujours plus, mais sans se rendre compte qu'en fait, ça nous rend la vie invivable. Donc, on va parler de la ville, mais c'est vrai aussi en zone rurale, parce que zone rurale, c'est pas la double voie, mais c'est effectivement la départementale. Et il est hors de question que vous alliez au collège à vélo s'il faut passer sur la départementale, même sur 500 mètres. Et là aussi, on a en France un très grand maillage des chemins communaux qui pourraient être assez facilement réutilisés pour faire des pistes vertes et pouvoir emmener les enfants à l'école. D'autant plus que ce temps de liberté des enfants qu'on n'emmène pas en voiture à l'école, puisqu'on va aussi leur inculquer la sédentarité, parce que la sédentarité est acquise, elle n'est pas innée, eh bien...
on va pouvoir lutter contre ça. Et ce temps où les enfants peuvent rejoindre Émile, Juliane ou Kylian sur le bord de la route et aller ensemble au collège, c'est un temps véritablement où ils apprennent l'autonomie, où c'est vraiment leur espace-temps, où ils sont ni au collège, ni à la maison. Ils sont juste eux, et c'est des moments où ils peuvent explorer aussi d'autres façons d'être eux-mêmes. Et c'est vraiment primordial pour le développement psychologique de l'enfant. On n'a pas besoin d'inventer les choses, hein. Ça se fait au Danemark et aux Pays-Bas depuis plusieurs décennies. On a quelques communes en France qui ont fait le pari justement de se relancer vers là. Il y a une commune en Gironde qui a fait tout un réseau de pistes cyclables sécurisées. Et aujourd'hui, on a 90% de leurs collégiens qui arrivent à vélo au collège, et aucun d'entre eux n'aurait le souhait de changer ça. C'est à Bègle, exactement. Donc, tout ça revient aussi en cohérence avec les différentes politiques de santé qu'on a vues ces dernières années. En 2020, il y avait soi-disant une demi-heure d'activité physique quotidienne qui avait été proposée dans les écoles primaires parce que justement on se rendait compte que nos enfants devenaient malades de plus en plus jeunes, sauf que seulement 42% des écoles l'ont mis en place parce qu'il manque de budget, il manque de temps et ainsi de suite. Pareil au collège où il était question d'avoir 2 heures de plus de sport par semaine. Là, pareil, ça n'a pas été mis. Donc finalement, on a toujours des bonnes idées, mais qui vont venir toquer sur le principe de réalité où on n'a pas le budget, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Il faut savoir que véritablement, investir dans la mobilité active, oui, ça a un coût véritablement au début, c'est vrai, mais c'est pour ça que l'a fait d'ailleurs le Danemark, parce qu'il n'avait plus de budget pour promouvoir la mobilité motorisée dans les années 70. Donc des mobilités actives, vélo, marche, c'est des infrastructures qui coûtent beaucoup moins cher que promouvoir la voiture et qui vont aussi avoir derrière un impact majeur sur les économies qu'on va faire en santé, mais qui va aussi ensuite déclencher de nouveaux usages et de nouveaux intérêts. Et on voit finalement qu'il n'y a pas un investissement, un avantage, mais il y a un investissement et tout un éventail des possibles qui se déclinent, que ce soit de la santé, que ce soit de l'environnement, que ce soit de la santé mentale, que ce soit du vivre ensemble, qui est aussi le grand cancer de notre 21e siècle, et qui permettrait aussi d'avancer sur un avenir un peu plus radieux que ce qu'on nous vend actuellement. Donc, encore une fois, l'idée n'est pas d'imposer le vélo à tous, mais de sortir de l'injonction à la voiture, parce qu'aujourd'hui, on en est littéralement là. Ceux qui veulent faire le choix de sortir de cette injonction, eh bien, il leur faut du courage. Il leur faut du courage pour aller slalomer entre la circulation embouteillée de la ville, pour aller challenger la départementale à 90 degrés avec les circulations à 90 km/h. Et en fait, aujourd'hui, faire du vélo, prendre soin de sa santé, ça ne devrait pas être un acte de bravoure. Et tant qu'on en sera là, finalement, eh bien, on saura que le choix a été de privilégier le système pathogène plutôt que notre santé en tant qu'individu. Et ça, effectivement, il est temps d'inverser la tendance, c'est-à-dire remettre la santé au cœur du système pour essayer de l'humaniser un petit peu. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Anne. On va prendre quelques questions. Il faut dire que c'était un exposé très, très, très complet. Moi, j'ai appris énormément de choses. C'était passionnant. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas assommé tout le monde. Allez, la première question, c'est toujours la plus difficile. Merci. Bonsoir, merci pour cet exposé très complet. Moi, ma question, c'est en termes de comparaison internationale, est-ce que, notamment aux Pays-Bas, mais peut-être aussi au Danemark, on arrive à monétiser, en fait, concrètement, en termes de dépenses de santé, les économies réalisées? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites à ce niveau-là, où on a pu valoriser un petit peu ces gains? Parce qu'on dit 1 euro par kilomètre parcouru, et Dieu sait s'ils doivent en parcourir. Est-ce qu'on a pu chiffrer ça? Il semblerait. Alors, c'est une population très différente. Au Danemark, ils sont 6 millions, ils ont des problématiques aussi sanitaires différentes.
très probablement, oui, ça a été chiffré, mais je n'ai pas les chiffres de mon côté. Ceci étant, aux Pays-Bas, par exemple, ils ont d'autres problèmes. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure avec les limites sanitaires sur l'azote et les nitrates, c'est une pollution très très importante qui a tenté d'être résolue par le gouvernement, mais qui s'est fait virer par les élections précédentes parce que ça a impacté beaucoup trop le changement du système sanitaire et agricole du pays. Et du coup, aujourd'hui, ils ont décidé de continuer dans cette pollution. Donc, d'un côté, il y a une activité physique qui va les aider à avoir moins de maladies non transmissibles, notamment maladies métaboliques et tout ça. Mais à côté de ça, il y a des pollutions qui sont plus importantes chez eux qu'on n'a pas ici et qui vont potentiellement aussi remettre en balance les chiffres. À tel point qu'aujourd'hui, sur les chiffres internationaux des maladies non transmissibles, ça ne se voit pas. Merci. Vous nous avez parlé des bienfaits du vélo et de la marche et des mobilités actives douces sur la santé, mais quid des risques et des dangers aussi, parce que c'est un des éléments qui fait que certaines personnes n'osent pas, mais il y a aussi plein de cyclistes que je connais qui ont eu des accidents et parfois graves, donc ça peut aussi poser la question, faut-il risquer sa vie pour aller au travail le matin, par exemple? Certainement pas. Certainement pas, mais alors là, j'ai envie de me tourner vers nos élus. En fait, ça, c'est un défaut d'infrastructure. Si à un moment donné, il y a un carrefour où, effectivement, il n'y a pas de piste cyclable et que vous êtes censé slalomer vous-même avec les voitures, peut-être que vous voulez le faire, mais en gros, la majorité des gens feront le choix de ne pas le faire. Et c'est pour ça que la responsabilité individuelle a ses limites. Vous pouvez faire ce choix à partir du moment où les conditions sont optimales pour que vous puissiez le faire sans vous mettre en danger. Et c'est la même démarche que pour les produits alimentaires ultra transformés. Vous pouvez manger sainement si, 1, c'est disponible, et si, 2, c'est pas 3 fois le prix et que ça vous ruine votre budget de l'année, du mois. Donc c'est là où on a besoin de soutenir nos agriculteurs, de soutenir justement les coopératives du bio, d'avoir accès dans toutes les régions, mais de la même manière pour les pistes cyclables ou la possibilité de faire de la marche pour aller au travail, eh bien il faut pas que vous ayez à traverser une autoroute parce que de toute façon ça ne viendrait même pas à l'idée. Et le problème c'est ça, c'est un petit peu la culture que l'on a aujourd'hui, où on va se dire j'ai pas le choix. Ok, on n'a pas le choix, on n'est pas en tant que citoyen décideur de faire une piste cyclable sécurisée. Par contre, en tant que citoyen, on a le pouvoir d'adhérer à une association qui va pousser pour que ça change. Vous avez la possibilité de vous investir en politique pour pousser pour que ça change, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oui, du temps où le tram était payant, nous avions la possibilité de rentrer chez nous, ou plutôt de terminer un petit peu notre périple, en mettant les bicyclettes dans le tram. Depuis que le tram est gratuit, on ne peut plus le faire. Ça, je vais prendre. Donc effectivement, à Montpellier, il y avait la possibilité de mettre le vélo dans le tram jusqu'en décembre 2023. Le plaidoyer de Vélocité sur ce sujet, c'est que effectivement, au moment où le tram le permet, on puisse remettre le vélo dans le tram. Ça fait partie du plaidoyer qu'on porte en cohérence avec les municipales, avec les différentes listes. On s'est rendu compte, en fait, quand on a fait un grand sondage auprès des personnes qui mettaient leur vélo dans le tram, et là, ça rejoint les problématiques de santé, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui le faisaient un peu comme un plan B quand ils avaient un petit souci, soit un genou qui se bloque, soit à un moment où voilà, ils ont des grosses fatigues, et ils savaient qu'ils avaient ce plan B. Quand on a mal aux fesses aussi, oui, tout à fait. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des handicaps invisibles ou des problèmes de santé qui faisaient que les gens avaient besoin de mettre le vélo dans le tram. C'est un usage que nous, à Vélocité, on ne connaissait pas, qu'on a porté à la connaissance de la municipalité. On n'a pas encore été entendu sur ce sujet, mais on n'a pas lâché l'affaire. Donc, on continue à porter ce sujet.
Oui, vous avez parlé de la consommation de médicaments. Alors, moi, j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps des prescriptions médicales pour faire une activité sportive. Ouais. Alors, c'est quelque chose. J'ai pas d'avis, j'y connais rien. Ma question, c'est est-ce que c'est trop récent pour savoir si c'est bénéfique ou pas? Est-ce qu'on a déjà la certitude que ça l'est? Et est-ce que Je vous arrête de suite. C'est bénéfique à 100%. oui, non, mais on le sait. Non, mais ma question, c'est dans la prescription dans le fait de changer les mentalités sur les pratiques et les interventions non médicamenteuses. Alors moi, jusqu'à ce que Doctolib me formate mon ordonnance, j'avais le plan des pistes cyclables en fond en filigrane de mes ordonnances. C'est justement une façon d'aborder le sujet de toute façon à un moment donné. C'est que ça change pas un médicament si vous en avez besoin. En fait, ça va permettre d'augmenter un petit peu votre espace psychique. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça vous donne le sentiment de reprendre aussi le contrôle des choses. Ce qui est perturbant chez les patients en santé mentale, c'est qu'ils ont l'impression de ne plus rien contrôler, de perdre le contrôle en fait. Ils disent je ne comprends pas, ça m'est jamais arrivé, sans compter les problématiques d'estime de soi, d'ego et compagnie. Donc là, quand on leur propose de faire quelque chose qu'ils peuvent eux-mêmes mettre en œuvre, c'est-à-dire faire un peu plus d'activité physique, et j'insiste à chaque fois, l'idée c'est pas de faire du sport, mais de l'activité physique. Plus vous le faites quotidiennement, si vous prenez le tram, vous descendez une station avant, vous marchez une station supplémentaire, parce que c'est ces endorphines-là qui vont faire baisser ce front anxieux et qui vont permettre finalement au traitement de mieux marcher. Donc en fait, c'est avoir la possibilité d'aller dans le même sens que le médicament. Maintenant, prescrire, on ne le note pas forcément sur la prescription, mais ça aurait de la pertinence véritablement de le faire, parce que là, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça, c'est très important. Cette perte de contrôle et la possibilité de réinvestir son quotidien et d'être soi-même maître du changement, c'est très renarcissisant et ça permet justement d'aller aussi dans le chemin de la guérison. Alors moi, j'ai une question, après avoir écouté longuement. Donc nous, on vous a écouté parce qu'on est plutôt favorable à ce que vous prenez. Quand vous parlez dans les médias ou quand vous parlez à des élus, est-ce qu'ils vous écoutent? Bonne question. Ou est-ce qu'ils sont, au-delà d'écouter, parce qu'ils peuvent écouter, mais est-ce qu'ils sont réceptifs ou est-ce que vous arrivez à les faire changer, en tant que, peut-être avec une parole de médecin plus qu'avec une parole d'association, je ne sais pas. Alors ça dépend, j'essaye de faire changer ma propre ville et ils sont obtus, pour l'instant j'y suis pas arrivée. Je n'ai pas de visibilité sur ça en fait, parce que moi je suis au niveau du médecin, du scientifique qui porte la parole d'eux, mais j'écris des articles, je suis en train d'écrire un livre justement sur cette transversalité des limites planétaires et de notre limite sanitaire. Donc je porte cette parole, mais je ne suis pas en politique pour l'instant. Donc je ne peux pas savoir cela. Oui. Justement, pour compléter, tout à l'heure, vous avez parlé de ce que les individus peuvent faire en adhérant à des associations, mais il y a un ordre des médecins. Et l'ordre des médecins ne peut rien faire. Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a un lobby industriel et en face, il n'y a personne ? Est-ce que c'est parce que finalement, l'industrie pharmaceutique a quand même des liens avec le corps médical? Vous êtes tous formés dans les mêmes facultés. Est-ce que c'est parce que c'est vraiment l'économie qui prime? Que fait l'ordre des médecins? Je ne sais pas, que font les directions régionales de santé? Enfin, peut-être quelqu'un est dans l'ordre des médecins, là, et donc je ne vais pas taper dessus beaucoup, mais fondamentalement, moi, j'y crois pas. Non, c'est pas là-dessus. Je pense que c'est aussi à la société civile de faire évoluer les mentalités, de ne plus accepter certaines choses et de pousser justement au changement. Donc l'ordre des médecins, encore une fois, c'est départemental, donc il doit y en avoir qui sont très proactifs et très intéressants, mais globalement, ils sont assez décevants sur le pushing là-dessus. Et en même temps, on n'a rien à vendre en tant que médecin, en fait. On est un coût pour qui prend les décisions, et en face, il y a des gens qui rapportent de l'argent. C'est ça le problème. Mais j'entends bien. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on considère encore la santé comme un coût et non un investissement. Et il va falloir changer de paradigme là-dessus, parce que aujourd'hui, c'est aussi de challenger le temps politique. Le temps politique, il est très court,
Et tous ces changements-là, qui sont quand même structurels et des changements de fond, doivent être mobilisés. Mais en même temps, il y a des trucs très faciles à faire et très rapides, j'ai envie de dire. Mais interdisons les publicités pathogènes dans une commune, déjà. C'est tout simple. Vous appelez JCDecaux, vous dites les fast-foods, c'est non, les sodas, c'est non, les voitures, c'est non, et les bières, c'est non. Bon, c'est simple, hein, je ne sais pas ce qu'ils vont mettre à la place, hein, mais on verra bien. Mais rien que ça, ça serait intéressant. Vous pouvez dire aussi, autour des écoles, 500 mètres autour des écoles, pas de fast-food. Pourquoi? Parce que tous les lycéens, il n'y en a plus aucun qui veut manger à la cantine, donc maman, j'ai mangé dehors, blablabla. Ils vont où? Au kebab, à la pizzeria ou au fast-food. Et tout ça, c'est des habitudes qu'on leur donne. Mais c'est des habitudes parce que le monde est comme ça. Et quand ils vont au Franprix, qu'est-ce qu'ils vont acheter? Ils vont acheter des chips, une bouteille de coca et ainsi de suite. Quand vous allez au supermarché, vous regardez autour des caisses, il n'y a rien de sain. Il y a tout un rang immense de chips. Tout ça aussi, c'est des choses assez faciles, mais ça nécessite de la réglementation, ça nécessite de l'éducation de nos élus, de nos députés. Et quand vous me demandiez tout à l'heure si est-ce que ça sert à quelque chose, j'espère. Mais en fait, justement, on continue à discuter avec les députés, à leur envoyer les articles qu'on écrit, et puis pour qu'un jour, à un moment donné, ça fasse tilt. Et voilà. Et j'ai envoyé ma jeune fille faire le conseil municipal des jeunes dans ma ville et je lui ai dit, dis-leur d'interdire les pubs là, pour les fast-food dans la ville. Donc, un jour, j'y arriverai. Merci beaucoup, Anne, c'était passionnant. Merci à vous de votre invitation et merci pour votre écoute, de ne pas être tous partis en cours de route et de votre accueil. Non, mais celles et ceux qui sont partis, ils avaient des impératifs horaires, c'était absolument pas en lien avec la conférence. Merci pour vos questions. Quand vous sortirez, vous verrez qu'il y a un stand où vous pouvez adhérer à l'association si ça n'a pas encore été fait pour 2026. Les agendas, donc Nicolas a déjà parlé du grand oral le 18 février en introduction, mais vous êtes, pour celles et ceux qui sont à Montpellier, encouragés à venir, ça sera à la salle Pitot, et on invite toutes les listes à participer. Le 7 mars, on fera un tour des mairies de l'aire urbaine de Montpellier. Pareil, vous êtes encouragés à venir pour une station, 2 stations, de ce que vous voulez, la totalité. Donc ça sera très 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 chouette. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt. Merci beaucoup d'être là et bonne soirée. J'ai oublié quelque chose ?